Salam alaikum, c'est Jack d'Ethic Life. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en plein ramadan et en plein confinement. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir ensemble le livre de la civilisation des Arabes de Gustave Le Bon. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi que les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis très actif sur les différents réseaux. Ça me permet de partager des photos, des vidéos et ainsi que les articles du site internet Ethic Life. Voilà, et aussi de découvrir la marque d'huile de massage bio EcoCert que nous proposons. Alors bien sûr, actuellement avec le Covid-19, les livraisons c'est plus compliqué, mais bientôt vous pourrez commander tranquillement sur le site. Alors je voulais vous faire découvrir ce livre, La civilisation des Arabes, car pour moi je trouve que c'est vraiment un très bon ouvrage, malgré qu'il y a certains passages où il y aurait quelques polémiques quand même. On va le découvrir ensemble. Alors il a été écrit, ce livre, La civilisation des Arabes, je vous le montre. Voilà, par Gustave Le Bon. C'est un intellectuel pour résumer. Alors exactement qu'est-ce qu'il était à cette époque-là, entre le 19e et le 20e siècle. Sociologue, psychologue, anthropologue. Son ouvrage le plus connu, c'est La psychologie des foules qui a fait polémique. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans la psychologie des foules. Il a été écrit après La civilisation des Arabes. Quoi qu'on peut quand même retrouver certaines théories précurseurs dans ce livre. Voilà, donc si je pouvais résumer ce livre, la quatrième de couverture le fait très bien et ça donne envie de se plonger dans cet ouvrage qui est vraiment assez conséquent quand même. Alors, je vais vous la dire. De l'apport des Arabes en particulier et des musulmans en général à la civilisation, on ne dit encore aujourd'hui que peu de choses. Si les intellectuels leur reconnaissent un rôle, il est souvent minimisé. Et le citoyen lambda reste grandement ignorant de ce millénaire où la langue arabe était la langue de la civilisation et l'islam, le lien entre ces hommes qui ont dominé le monde des sciences et des lettres, mathématiques, astronomie, physique, chimie, médecine, littérature et bien d'autres furent développés avec ardeur par des hommes tels qu'Averroès, Al-Khazimi ou Avicenne. Voilà. Donc vraiment déjà dès que je lis ça, ça me donne envie de me plonger vraiment dans le livre pour vraiment connaître une histoire que finalement que je connais très peu, que j'ai pas beaucoup appris à l'école. Voilà. Alors je vais pas pouvoir développer toutes les thématiques tellement il y en a, tellement on pourrait vraiment se pencher tant le livre est intéressant et dense. Alors il y a quand même certains passages où voilà, ça fait un peu polémique et voilà, vous comprendrez. Voilà. Je vous en dis pas plus. Alors, ce livre, il commence vraiment dès le départ des Arabes. Et je précise bien des Arabes, vous allez comprendre. Donc avant même qu'est l'islam, tout simplement. Les origines, d'où ils viennent, vraiment, on est vraiment dans l'anthropologie. Vraiment leurs origines sémites avec Abraham, mélangées avec la religion et tout, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a une mini-sira du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, donc, pour celles et ceux qui connaissent vraiment pas l'islam, le prophète, l'origine de la révélation, tout ça, c'est vraiment une bonne introduction, je trouve. Alors là, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, je ne suis pas un spécialiste de la biographie. Je pense pour une bonne introduction, pour connaître, c'est bien. On a toutes les étapes, la révélation, le mariage avec Khadija, l'émigration à Médine, les compagnons, les différentes batailles, sa mort, tout est vraiment décrit, quoi. On a aussi un bon petit passage que j'aime bien, où il y a des versets du Coran. Donc ça aussi c'est pareil, c'est une bonne introduction pour celles et ceux qui veulent lire le Coran. Et l'auteur insiste vraiment sur que c'est un livre que l'islamisme, alors voilà, là il emploie le mot islamisme. Comme je dis, on est en 1900, donc il y a des mots qu'on emploie qui n'ont pas la même signification maintenant. Donc pour lui l'islamisme, on peut dire l'islam tout simplement. Là par exemple il dit l'islamisme peut revendiquer l'honneur d'avoir été la première religion qui a introduit le monothéisme pur dans le monde. C'est quand même bien d'écrire ça
Voilà, très très intéressant. Donc comme je vous dis, il y a des versets où il a fait en différentes thématiques, la création, l'origine du Coran avec le lien avec les livres sacrés qui ont précédé, parce que l'islam est la continuité des religions monothéistes, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas. Alors après on est vraiment dans l'expansion des arabo-musulmans dans le monde entier, vraiment, que ce soit en Syrie, en Égypte, et bien sûr forcément les grands phares que sont l'Irak et l'Andalousie. Par exemple, sur les Arabes à Bagdad, les deux époques les plus brillantes de la domination des Arabes sont celles du califat de Bagdad en Asie et du califat de Cordoue en Espagne. Devenus bientôt indépendants l'un et l'autre et séparés par des distances considérables, mais ayant même origine, même religion et même langue, les deux empires progressent d'une façon parallèle pendant plusieurs siècles. À une époque où le reste de l'Europe était plongé dans une noire barbarie, les deux grandes cités où régnait l'islamisme étaient des foyers de civilisation éclairant le monde de leur lumineux éclat. Voilà, ça, il vient souvent accentuer sur le fait que vraiment c'était une grande civilisation où régnait la culture, les sciences, la médecine. D'ailleurs, en plus des chronologies de différentes conquêtes et établissements des arabo-musulmans dans le monde, il y a toute une partie où ils rentrent en profondeur dans les arts, dans la médecine, vraiment le commerce. C'est vraiment un livre complet, je vous assure, c'est vraiment un livre complet. En plus, c'est agrémenté aussi d'illustrations, je vous les montrerai, vous les verrez, ce qui permet de rendre ce livre assez vivant, donc beaucoup aussi d'architecture, et on voit bien que l'auteur aime bien l'architecture des différents monuments, que ce soit le Taj Mahal en Inde ou l'Alhambra en Espagne, en Andalousie, donc vraiment c'est vraiment un livre complet comme je viens de le dire. Donc, alors là où on va commencer un peu à rentrer dans différents sujets, par exemple en Espagne, là par exemple il dit, j'ai relevé un peu quelques phrases qui m'intéressent, voilà, donc, en examen attentif de l'histoire des musulmans en Espagne prouve que les Arabes constituèrent l'aristocratie intellectuelle de l'invasion et son élément civilisateur. Donc voilà, pour lui c'est l'arabe, l'élément arabe qui civilise et qui est le moteur de l'Andalousie, alors que les Berbères se mélangèrent aux couches moyennes et inférieures de la population. Cette suprématie intellectuelle, les Arabes la conservèrent même à l'époque où les dynasties berbères arrivèrent au pouvoir. Voilà, donc ça c'est l'auteur qui le dit, hein. Moi j'invente rien. Hein. Alors ce livre bien sûr, mais aussi, alors ce qui est bien c'est que dans ce livre, il casse aussi certaines idées reçues, déjà à cette époque-là en 1900, qui le sont peut-être encore plus maintenant, ou bien des fois il se permet certaines libertés intellectuelles cet auteur, mais en tout cas jamais dans le sens contraire des Arabes. L'esclavage des Arabes qui fait souvent polémique. Qu'est-ce qu'il dit sur les esclaves? Loin d'être malheureuse, la condition des esclaves en Égypte, les élèves prêtent toujours au-dessus de celle d'où ils ont été tirés. Beaucoup d'entre eux, les blancs principalement, sont arrivés aux postes les plus éminents. Un enfant né d'une esclave est l'égal d'un enfant légitime. Voilà, là il cite une source du directeur de langue des écoles du Caire. Alors là c'est l'auteur qui dit ça. Rien sans doute n'est plus condamnable en principe que l'esclavage, mais les principes artificiels créés par les hommes ne jouent qu'un rôle bien faible dans la marche des choses. En se plaçant même qu'au point de vue du nègre, il est clair que pour une créature aussi inférieure, l'esclavage est une chose excellente. Là que c'est un peu limite, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que le nègre est une créature inférieure. Bon, de nos jours, on ne peut plus dire ça, vous voyez, donc pour lui, l'esclave avait plutôt de très bonnes conditions. D'ailleurs, il dit même qu'ils avaient le choix d'être libérés, et bien souvent, ils préféraient rester esclaves sous des régimes musulmans. Ça, c'est ce qu'il le dit l'auteur, hein, l'esclavage, j'en ai rien, moi, j'invente rien. Hein. Donc, alors, il casse aussi le mythe de Charles Martel. Voilà, par exemple, il dit le séjour des Arabes en France, plus de 2 siècles après Charles Martel, nous prouve que la victoire de ces derniers n'eut aucune façon l'importance que lui attribuent les historiens. Charles Martel, suivant eux, aurait sauvé l'Europe et la chrétienté. Mais cette opinion, bien qu'universellement admise, nous semble entièrement privée de fondement. Voilà, donc les mêmes historiens qui donnent une importance capitale à la victoire de Charles Martel près de Poitiers, en fait, même ils disent que c'était le sort de l'Europe qui venait de s'écider, mais c'est complètement faux.
Il suffisait de voir où était la civilisation, qui était en Andalousie, et la barbarie qui était dans les territoires Europe du Nord. Donc franchement, et en plus il dit aussi une chose que vraiment jamais mis en avant, c'est qu'en fait, même au niveau climat, les arabo-musulmans, ça ne les intéressait pas d'aller plus au Poitiers, ça on le dit jamais. Voilà, il le dit dès le départ. Rien n'a dit qu'ils aient jamais songé à s'y établir sérieusement. Ainsi que l'on fait justement remarquer, le climat trop froid de ce pays ne pouvait guère les tenter. Voilà, ce n'était que dans les régions tempérées du Mévé qu'ils pouvaient prospérer. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de villes du sud où il y avait les musulmans, Toulouse, Carcassonne. Ils avaient établi des bases vraiment ici, dans ces villes. Alors, ce que j'aime bien, c'est que en plus de travail historique, de sources, il apporte du style. Par exemple, sur les croisades, parce que, comme je dis, il traite tous les sujets, donc forcément, il parle des croisades. Voilà, je vais vous dire. L'idée d'une expédition en Palestine avait fini par enfermer au plus haut degré des âmes. En dehors du ciel à gagner, chacun y voyait les moyens d'améliorer son sort. Serfs attachés à la glèbe, rêvant de l'indépendance, cadets de familles privées de fortune par le droit d'aînesse, seigneurs mal partagés et désireux de s'enrichir, moines fatigués de rigueur du couvent, en un mot, tous les déshérités de l'existence, et ils étaient alors nombreux, se bâtissaient en imagination les plus séduisants à venir. Ce fut bientôt un véritable délire. Seigneurs, serfs, moines, femmes, enfants, tout le monde voulut partir. Chacun vendait ce qu'il avait pour s'équiper. En plus de 1300 000 hommes furent bientôt prêts à partir pour la Palestine. Voilà. Le délire devenant chaque jour plus aigu. Ceux qui étaient prêts, les premiers ne voulurent pas attendre la formation de l'armée régulière. Et dès le printemps de l'année 1096, des bancs immenses s'ébranlèrent de tous les côtés à la fois et se dirigèrent vers le Danube, de la mer du Nord jusqu'au Tibre. Le mouvement était général. Franchement, des fois en histoire, pour les jeunes, ils donneraient ce côté-là des croisades, on y comprendra un peu mieux. Ouais, que finalement, il y avait, voilà, on nous met toujours la guerre, les chrétiens contre les musulmans, mais quelle est la raison, pourquoi, et en plus, voilà, c'était surtout un véritable massacre, comme il le dit, et funeste connaissance d'avoir établi des siècles d'intolérance dans le monde, voilà. Conséquences des croisades, funeste, l'intolérance dans le monde, de l'avoir donné ce caractère de cruauté barbare qu'aucune religion, celle des juifs exceptés, n'avait connu encore. Les croisades faites par les chrétiens, je dis bien, disons les choses clairement, faites par l'Occident, c'était de la barbarie, c'était de la cruauté, il faut le dire. Il parle aussi bien sûr de la morale dans l'islamisme. Les prescriptions morales du Coran sont excellentes. La charité, la bienveillance, l'hospitalité, la modération dans les désirs, la fidélité et à la parole donnée, l'amour du prochain, le respect des parents, la protection des veuves et des orphelins, et même la recommandation plusieurs fois répétée de rendre le bien pour le mal, y sont enseignés. Si nous attribuons à la religion l'influence qu'on lui accorde généralement, nous devrions dire que la morale du Coran fut supérieure à celle de l'Évangile. Voilà, mais après, ce qu'il dit, toutes les religions, je le répète, ont des principes de morale excellents. S'ils étaient observés, l'âge d'or régnerait sur terre, mais la façon dont ces principes sont suivis varie selon le milieu, l'époque, la race et des conditions fort diverses. Et c'est pour cette raison qu'avec une même religion, des peuples divers possèdent le plus souvent une morale très différente. L'auteur emploie le mot race pour catégoriser les personnes qui partagent des coutumes, une culture, une langue, une religion commune. Voilà ce qu'on appelle un peuple. Lui, l'auteur appelle le mot race. En 1900, on emploie le mot race. Alors c'est vrai que voilà, c'est là où je vous dis qu'on commence à rentrer un peu dans des polémiques, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce qu'il y en a qui pourraient lire ce livre en voyant le mot race? Je sais pas. Moi, personnellement, j'arrive quand même à contextualiser l'auteur et à m'intéresser vraiment à ce qu'il dit. Voilà. Peut-être parce que ça va dans mon sens aussi de ce que j'aime dans la religion musulmane et que ça fait plaisir de lire ce qu'il dit. Mais en tout cas, voilà, mais ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il y ait des choses que je condamne dans ce qu'il dit, ça c'est sûr. De l'hygiène aussi, les prescriptions contenues dans le Coran, fréquence des ablutions, défense du vin, préférence à accorder au régime végétal sur le régime animal dans les pays chauds sont très sages. Donc ça, c'est vrai que... Bon, on est tous dans un courant musulman ces derniers temps, on veut faire attention à ce qu'on mange. Voilà, la viande, bon,
on sait qu'on a le droit à la viande de halal, donc, mais bon, on est quand même, il faut quand même modérer. On reproche souvent d'ailleurs à notre époque des musulmans de toujours manger de la viande, du poulet. Donc là, d'après l'auteur, ses sources, nous devons plus manger du végétal que de l'animal, malgré qu'on a le droit. Voilà, donc en théorie, on devrait plus souvent moins manger de viande qu'on devrait, quoi. Alors bon, autre chose aussi, c'est que l'auteur se penche aussi sur la polygamie et la défend plutôt brillamment, chose assez rare de nos jours chez les musulmans, hein, qui d'un côté disent c'est pas bien la polygamie, mais d'un côté défendent Tariq Ramadan qui l'adultère. Ah non, c'est entre lui et Dieu, mais par contre, il n'y a aucune personne pour essayer de parler de polygamie. Je parle des intellectuels, prédicateurs, influenceurs chez les musulmans. Au moins, cet auteur-là s'y attarde. Donc, si ça pouvait servir de source d'inspiration à ceux que j'ai cités, voilà, par exemple, il dit je ne vois pas en quoi la polygamie légale des Orientaux est inférieure à la polygamie hypocrite des Européens, alors que je vois très bien, au contraire, en quoi elle lui est supérieure. On conçoit donc parfaitement que les Orientaux qui ont visité nos grandes cités trouvent notre indignation à leur égard fort singulière et la jugent sévèrement. Oui. Il suffit de quelques générations pour éteindre ou créer certains préjugés. C'est le cas qui est arrivé à la polygamie des musulmans à notre époque. Alors bien sûr, il dit, si l'on admet que les lois finissent toujours par se conformer aux coutumes, on doit admettre également que la polygamie extra-légale des Européens finira également un jour par être consacrée par des codes. Bon, est-ce qu'un jour il y aura la polygamie légale en Europe? On ne sait pas. Et aussi, il défend bien sûr les femmes. L'importance des femmes pendant la période brillante de la civilisation arabe est prouvée par le nombre des femmes qui se sont illustrées par leurs connaissances scientifiques et littéraires. En Orient, sous les Abbassides, en Espagne, sous les Omeyyades, beaucoup d'entre elles acquièrent une grande célébrité. Il cite Walada, la fille d'un calife qui régnait en 860, avait été nommée la Sappho de Cordoue. Donc bon, après quand on parle de la succession des arabo-musulmans, la fin, on commence à être sur la fin, après avoir vraiment, comme je dis, parlé des arts, du commerce, tout ça et tout, lui, voilà, par exemple, sur les Turcs, alors il taille les Turcs, on va dire pas clairement. Personne n'ignore aujourd'hui ce que sont les provinces soumises à la Turquie et il ne serait inutile de nous étendre longuement sur ce point. On peut résumer les plus impartiales appréciations en disant qu'un pays sans administration aucune ne serait pas plus mal gouverné. Les routes ne sont l'objet d'aucun entretien, mines, forêts, richesses agricoles sont entièrement abandonnées. Donc là, il parle en 1900 du califat ottoman, qui avait pris la suite du califat musulman. Et pour lui, vraiment, ça a été le début de la fin, peuple qui n'a rien apporté. Alors là, j'invite mes amis turcs, s'ils ont quelque chose à dire sur l'apport civilisationnel de l'Empire ottoman, ça serait toujours intéressant. Je dis que là, on commence à rentrer un peu dans les polémiques. Cause et décadence. Parmi les causes de la décadence des Arabes, il faut encore mentionner la diversité des races soumises à leur domination. Donc, lui, il catégorise les races. L'influence de ce dernier facteur se manifestera par deux voies différentes. Faire vivre sous la même loi des peuples de races différentes et ayant des sentiments différents est une entreprise d'une difficulté considérable. Elle n'est le plus souvent qu'au moyen d'une compression très dure. Le régime imposé aujourd'hui aux Irlandais et aux Hindous en est la preuve. Et pour moi, le passage peut-être le plus polémique, où là, j'ai quand même du mal et je me désavoue, je dois l'avouer, quoi. À défaut des invasions et des autres causes diverses qui amèneront la décadence des Arabes, le simple mélange des races que nous venons de signaler eût suffi à lui seul pour la déterminer. La preuve nous en est fournie par l'exemple du Maroc. Les invasions étrangères l'ont épargné et cependant cet empire dont la prospective fut jadis si grande qu'elle rivalisait presque avec celle de l'Espagne est retombé aujourd'hui dans une demi-barbarie. La prédominance des berbères et surtout les croisés répétés avec l'élément nègre ont considérablement abaissé le niveau de sa civilisation. Ah, c'est chaud. On a prétendu que l'avenir était aux métis, la chose est possible pour les peuples qui veulent garder leur niveau dans le monde, je ne le souhaite pas. Donc lui, il est carrément clair, voilà, il faut que chaque race reste ensemble, des éléments qui se mélangent abaissent le niveau. Moi, là, en tant que métis, moi j'ai un arrière-grand-père chinois, donc je me sens un peu concerné dans ce qu'il dit. Est-ce que réellement ça abaisse le niveau? Ça, je sais pas. Après, il y a quand même des théories d'une certaine élite blanche, race supérieure, qui veulent bâtardiser tous les peuples en bas, sans repère, pour mieux les dominer. Alors après, pour le moment, ces théories-là, pour le moment, sur le papier, j'en ai pas la preuve. Est-ce qu'un métis va être plus facilement influençable et être plus soumis à une domination des élites? Ça, j'en sais rien. Peut-être, oui, savoir après d'où il vient, où il va,
Ça, bon, moi, maintenant, j'ai un cadre fixé. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de moi, on s'en fout, quoi. Moi, je suis italo-mauricien, je suis fier de mes différentes origines, je vis en France, point barre. Après, j'ai un arrière-grand-père chinois, mais bien sûr que si je vais en Chine, ils vont pas croire que je suis chinois, je suis d'accord. Après, est-ce que j'essaie de me trouver une identité chinoise? Non plus, non, vous voyez, voilà. C'est là que je me désavoue un peu de ce livre. Alors, bien sûr, là, en disant ça, il serait complètement, cet auteur-là, disqualifié. Bon, un Zemmour islamophile, comment pourrait-il exister de nos jours où il taille aussi bien les berbères, vous avez bien vu qu'il ne les considère pas plus que ça. Je vois pas où il trouvait grâce avec ce livre, malgré que c'est un super livre, et c'est un livre complet sur la civilisation des Arabes. Là, je vous ai donné quelques éléments, on pourrait approfondir vraiment plein de sujets dedans. Même il parle à un moment, un sujet intéressant qui fait souvent actuellement débat entre ceux qui veulent revenir à la religion, la source même Coran, Sunna vraiment pure, d'innovation, ainsi que les réformateurs, qui veulent adapter la religion à notre époque. Vous voyez, ça a toujours existé. On voit bien, même si l'auteur dit que l'islam, quand il a été fort, c'est qu'il arrivait à accommoder les deux en ayant une religion adaptée, avec un code vraiment religieux, ainsi civil, politique, tout en s'accommodant avec les différents peuples qu'ils avaient, ou bien laisser libre cours à certains intellectuels scientifiques. Vous voyez, donc l'islam, quand il était fort, arrivait à s'accommoder des deux. De nos jours, on voit bien qu'il y a vraiment un fossé entre les réformateurs et ceux qui veulent l'islam à la lettre du Coran et à la Sunna. Voilà. Mais bon, là, les deux camps sont de nos jours irréconciliables, parce que d'un côté comme de l'autre, des fois ça va un peu loin, il faut dire ce qu'il est. Voilà, on peut trouver malheureusement des exagérations partout dans une époque où l'islam n'est pas dominateur. Voilà, et on devrait certainement s'inspirer vraiment de ce qui a été fait durant ce millénaire. Après, est-ce qu'on va retrouver ce millénaire doré qui a été écrit dans ce formidable livre? J'en suis pas sûr. Comme je vous ai dit, voilà, est-ce qu'il aurait voix au chapitre ce Gustave Le Bon? Je ne sais pas, avec ses théories sur les races, malgré tout, elle mérite quand même réflexion, peut-être de comprendre certaines choses. Comme on dit, des fois, de nos jours, par idéologie, on dit peut-être plus des choses qui, malheureusement, on passe à côté de certaines réflexions intellectuelles et historiques. Donc, à vous de juger. Moi, je peux que conseiller ce livre pour vraiment découvrir ce qu'était vraiment la civilisation arabo-musulmane, parce que c'est vraiment un livre complet comme je vous dis, il y a une part belle qui est faite à la culture, aux arts, aux sciences. Vraiment comme Avicenne, qui est un des plus connus, mais pas que. Il y a l'Astrolabe, il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment, c'est un livre complet, donc je vous le conseille. Allez, je vous dis à bientôt et salam alaikum.